Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mardi 2 avril. Ils ont été en première ligne au plus fort de la crise sanitaire. Les laboratoires d'analyse médicale ont vu leurs activités dopées en quelques années. Celui de Fontvieille vient de déménager dans ses nouveaux locaux pour assurer ses missions. Reportage à suivre dans un instant. Comment l'humanitaire peut-il travailler en temps de crise? C'est la question que nous poserons ce soir à Lucille Marbeau, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. Elle livrera un message fort sur notre antenne sur la situation dans la bande de Gaza. Elle œuvre pour la paix par le sport depuis plusieurs années maintenant. Peace and Sport était au Togo la semaine dernière pour une opération basée sur la transmission. Nous y étions. Monaco amorce sa transition vers une couverture complète de la fibre sur son territoire en 2024. Après les particuliers, ce sont les entreprises qui sont désormais concernées par cette bascule. Le directeur général de Monaco Télécom, Martin Perronnet, nous expliquera cela en détail. Durant la crise sanitaire, les laboratoires d'analyse médicale ont vu leur activité décuplée. Ils ont su rapidement s'adapter à la situation en jouant un rôle essentiel dans la lutte contre la pandémie. Aujourd'hui, la demande ne désemplit pas. Pour pallier cela, le laboratoire de Fontvieille a déménagé il y a quelques mois dans de nouveaux locaux. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, les a découverts ce mardi matin, tout comme notre équipe de tournage. C'est un reportage signé Christine Datomel et Jean-Alexandre Dordet. Ouvert depuis le mois d'octobre dernier sur l'avenue Albert II, le laboratoire d'analyse médicale est situé en plein cœur de Fontvieille et se trouve à proximité de nombreux parkings. Une solution de facilité pour les usagers qui sont dorénavant reçus sur un plateau de plus de 200 mètres carrés. Les anciens locaux situés à l'époque sur le port de Fontvieille, souvenez-vous, étaient devenus trop exigus et n'acceptaient aucune évolution. Aujourd'hui, ce nouveau site permet donc de pérenniser l'activité, de la développer et surtout de la mettre à la hauteur des standards internationaux. L'aménagement de nouveaux locaux a permis de rénover tout le parc d'automates, les chaînes d'analyse, avec une réponse qui est polyvalente, tant sur le plan des analyses biologiques que sur le plan bactériologique ou virologique, donc une offre très complète et indépendante. C'est principalement un service de biologie polyvalente, biologie médicale, avec une logique vraiment de service auprès de la population, de proximité par quartier, et ensuite une permanence des soins pour les entités avec lesquelles nous travaillons. Et si le laboratoire d'analyse médicale accueille le public depuis le mois d'octobre dans ses nouveaux locaux, le plateau technique, quant à lui, réside sur l'avenue Albert II depuis plus longtemps, puisqu'il avait investi les lieux en 2021 à la suite de la pandémie. À ce jour, ce sont 35 personnes au quotidien qui travaillent sur les deux entités. Sachez que le laboratoire d'analyse médicale de Fontvieille vous accueille du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 8h à midi. Dans l'actualité à l'international, les appels au cessez-le-feu à Gaza se multiplient un peu partout dans le monde alors qu'une frappe israélienne a fait 7 morts lundi. 7 humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen qui distribuait de la nourriture dans la bande de Gaza. Comment l'humanitaire peut-il travailler en temps de crise? Un thème que nous allons aborder avec notre invitée Lucille Marbeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. Une réaction tout d'abord après cette frappe israélienne qui a causé la mort de 7 humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen. Tout d'abord, toutes nos condoléances, bien entendu, aux familles et également à l'organisation. Ce ne sont malheureusement pas les premières victimes que nous comptons au niveau des organisations humanitaires. Je pense bien entendu à toutes les victimes de l'ONU, MSF, Médecins sans frontières, Médecins du monde, le CICR, nous décomptons également de morts. Et au niveau des secouristes du Croissant Rouge palestinien, 16 morts. Cela démontre aujourd'hui à quel point il est dangereux, tout simplement, d'essayer d'assister la population civile de Gaza, alors que cela fait partie des obligations aux parties de laisser en fait libre passage au secours. Donc c'est bien entendu un drame. Aucun humanitaire ne devrait mourir pour pouvoir assister la population, comme aucun Gazaoui ne devrait non plus mourir à essayer de pouvoir trouver de la nourriture
pour leur famille. Donc cela démontre à quel point, de nouveau, il faut à tout prix que le droit international humanitaire soit respecté. Les humanitaires ne sont pas des cibles, doivent pouvoir avoir accès aux plus vulnérables, comme également la population civile de Gaza a le droit à de l'assistance. Ce n'est pas de la charité, c'est vraiment inscrit dans les conventions de Genève et c'est en plus une obligation toute spéciale pour Israël en tant que puissance occupante. Quelles sont, vous, les dernières informations que vous avez sur place, que la CICR dispose? On va dire que l'espace humanitaire sécurisé, là encore ce drame le démontre aujourd'hui, c'est réduit comme peau de chagrin depuis maintenant quasiment 6 mois. Nous sommes presque aux 6 mois de l'escalade du conflit d'une violence absolument inouïe. Donc aujourd'hui, nos équipes leur action essentiellement limitée au sud, au niveau de Rafah, où aujourd'hui il y a plus d'1 500 000 civils qui sont présents pour une ville qui avant ne comptait que plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc la situation est extrêmement compliquée pour la population qui est amassée à Rafah. Il manque de tout. Pas assez de nourriture, pas assez d'accès également à l'eau potable, aux soins de santé, car aujourd'hui, quasiment la majorité des hôpitaux à Gaza ne fonctionnent plus ou partiellement. Nous avons une équipe chirurgicale qui est déployée au niveau de l'hôpital européen de Gaza et qui nous parle de flux constants en fait de blessés, mais qui s'inquiète énormément en fait pour les malades chroniques qu'aujourd'hui on peut tout simplement plus soigner, mais également l'explosion de ce qu'on appelle les victimes secondaires, c'est-à-dire pas des personnes qui sont directement victimes en fait par les hostilités et par les combats, mais par ce manque précisément d'assistance, d'accès à l'eau potable. Ce sont des personnes malnutries, donc tellement plus exposées au développement de maladies. Et l'arrivée d'épidémies serait absolument dramatique, d'autant plus qu'aujourd'hui, les conditions d'hygiène dans les camps sont absolument déplorables. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait enfin une assistance massive, que Gaza, finalement, soit inondée d'assistance, tout simplement, multiple. On parle de nourriture, de kits d'hygiène, d'eau potable, de quoi pouvoir réparer également des installations vitales pour la population, telles que l'électricité, pouvoir relancer nettement plus de stations de pompage d'eau, également des médicaments, pouvoir également élargir l'accès aux soins pour l'ensemble de la population, mais cela ne peut pas aller sans non plus, bien entendu, un espace humanitaire sécurisé pour les organisations humanitaires. Eh bien, merci beaucoup, Lucille Marbeau, d'avoir été notre grand témoin aujourd'hui. On le rappelle, vous êtes porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. Merci. Merci. Elle promeut la paix par le sport. Peace and Sport lance cette semaine sa campagne White Card à l'occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. L'opportunité de mettre en lumière les différentes actions de l'organisation monégasque. Exemple ce soir au Togo, où une équipe de Monaco Info a suivi des champions et des acteurs de la paix dans leur mission. Yannick Debever et Sylvain Péromal. Benjamin Boukpeti est l'une des figures les plus importantes du Togo. Le kayakiste est le premier et le seul médaillé olympique togolais. Membre du club des champions de la paix de Peace and Sport depuis 2009, il utilise désormais son aura et son expérience sur le terrain. Cette semaine, accompagné de ses collègues formateurs, il était chargé d'enseigner la méthodologie Peace and Sport à plusieurs associations togolaises, c'est-à-dire oublier la performance pour mettre les valeurs du sport au premier plan de l'enseignement. La théorie, on va déjà vraiment travailler sur les valeurs de paix, pour bien qu'on ait compris vers où on veut en venir. C'est quoi la paix, c'est quoi des comportements, de compétences de vie qui permettent de construire une culture de paix. Et après, on va les préparer la séance avec eux, qu'ils sachent ce qu'ils vont faire, comme on note nos notes sur notre cahier. Et après, quand ils sont sur le terrain, c'est beaucoup du feedback en fait, pas beaucoup plus compliqué que ça, mais pour leur dire où est-ce qu'ils sont en lien avec leur préparation, les endroits où ils se font piéger, les endroits où la réalité elle nous rattrape, où est-ce qu'on doit s'adapter. Et voilà, on est surtout là pour les accompagner, parfois les porter un peu dans leur séance quand ça devient compliqué, pour qu'ils aient quand même une expérience d'une séance réussie. C'est à la demande de l'ambassade de France au Togo que l'organisation monégasque Peace and Sport est allée former 13 ONG togolaises à leur méthodologie de la paix par le sport. Un programme qui rentre dans l'appel à projet Fonds Équipe France, organisation de la société civile, lancé par le gouvernement français en cette année olympique. Nous partageons avec
l'écosystème sportif togolais, et que ce soit les sportifs eux-mêmes, mais aussi tout ce qui tourne autour du sport, et je dois le dire aussi, le gouvernement togolais, ce constat que le sport, au-delà des enjeux strictement sportifs et de performance eux-mêmes, est un véritable moteur pour développer la société et notamment pour participer à l'inclusion de la jeunesse dans le vivre ensemble. 2 membres de chaque association étaient présents sur la formation qui s'est déroulée dans une école primaire de Lomé, la capitale du pays. 2 matinées de théorie pour 2 après-midi de pratique. Un temps assez restreint qui a tout de même permis d'installer de bonnes bases pédagogiques que chacun devra ensuite adapter à ses activités. C'est ce que nous avons eu en théorie, que nous avons essayé de mettre en pratique, mais comme nous sommes au début, ça ne peut pas toujours bien rimer avec ce que nous avons eu en théorie, mais avec le temps, je crois qu'on sera dans le bain et ça pourra vraiment aller. Cette formation Peace and Sport à Lomé était une grande réussite. Un suivi des associations sera assuré tout au long de l'année par Jean Simédo, le coordinateur local de Peace and Sport, avant des événements de plus grande envergure au Togo et dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. Et n'oubliez pas donc le 6 avril la campagne Wildcard de Peace and Sport où vous êtes invité à brandir un carton blanc pour afficher votre soutien à cette journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Retour à présent sur ce rendez-vous organisé par la Jeune Chambre économique ce mardi qui posait cette question. Quelles innovations définiront le futur de l'événementiel en principauté? Pour y répondre, la JCE avait convié plusieurs invités, des acteurs clés du secteur. Plus de détails avec Vanessa Dessy et Alexa Vial. Bonjour à tous. Si l'événementiel est un outil de communication pour la principauté, c'est aussi un secteur particulièrement dynamique qui offre un développement économique significatif. L'avenir de l'événementiel en principauté a un avenir radieux, dans le sens où Monaco a l'opportunité de pouvoir accueillir un grand nombre de participants de par son complexe hôtelier et tout ce qui est mis en œuvre pour accueillir comme il se doit ses participants. On a la chance de pouvoir accueillir des grands événements qui font la renommée de Monaco au niveau local et au niveau international. C'est l'un des plus beaux salons yachting au monde. Le Monaco Yacht Show est le seul événement à proposer des super yachts qui dépassent les 50 mètres de long. D'année en année, la manifestation gagne du terrain et ne cesse de s'agrandir en consolidant son statut de rendez-vous phare au calendrier du yachting. Je pense que c'est pas mal de petits éléments mis ensemble, beaucoup de travail d'une équipe de 20 personnes qui sont dédiées à l'organisation du salon une année complète pour travailler sur tous les aspects de l'événement, puisque finalement on est multitâche au Monaco Yacht Show, tant au niveau de la logistique, de la commercialisation, de la communication, donc c'est un métier qui est très dense. Un marché porteur également, le yachting se porte plutôt bien, il est inscrit dans une économie globale mondiale, mais c'est vrai que le Covid a donné vraiment une activité, un rebond sur l'activité énergie. Et puis, faut pas oublier où nous sommes. Monaco, c'est clairement un pilier et une clé du succès du Monaco Yacht Show. Prochain rendez-vous pour la Jeune Chambre économique de Monaco le jeudi 4 avril prochain afin d'y découvrir son cycle de formation de création d'entreprise. Nous sommes désormais dans les studios de Monaco Info pour accueillir notre second invité. Il s'agit de Martin Perronnet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Monaco Télécom et si vous êtes notre invité ce soir, c'est pour nous parler de cette bascule vers la fibre. Après les particuliers, ce sont désormais les entreprises basées à Monaco qui sont concernées. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, on en parle souvent. On en a parlé à l'Assemblée générale du Monaco Economic Board notamment. Et peut-être on va se dire, on en parle un peu trop. Pourtant, je pense que c'est nécessaire d'en parler effectivement. Parce que migrer toutes les entreprises de la principauté vers la fibre, c'est un peu plus de travail que migrer le grand public.
Comment ça s'opère concrètement ? Alors c'est pareil que le grand public, dans le sens où il faut bien amener une fibre dans chaque appartement, dans chaque local d'entreprise. Et là, pour ça, comme la fibre est partout maintenant à Monaco, partout, et ben du coup, nos équipes de raccordement viennent et posent la prise et branchent derrière la box. La seule chose, c'est que pour une entreprise, derrière la box, il n'y a pas simplement un PC ou une imprimante, il y a des équipements, parfois des systèmes d'information, etc., qui nécessitent d'être paramétrés pour dire « oui, c'est bien à travers cette box-là que je communique ». Et donc, ça nécessite très souvent l'intervention d'un intégrateur qui, lui, connaît le réseau interne de l'entreprise et qui va être capable de rebrancher l'ensemble. Et donc, c'est un travail d'équipe. Il y a nous, il y a l'entreprise, et puis il y a les intégrateurs, puis qu'on appelle aussi les installateurs privés. Alors, quelles sont les démarches que les entreprises doivent faire pour être équipées désormais ? Alors, c'est simple. Ils nous contactent. Alors, on appelle aussi beaucoup de monde. Et donc, je m'excuse encore une fois auprès des entreprises qu'on harcèle un petit peu. Mais comme le temps presse maintenant, c'est vrai qu'on se permet d'appeler, d'envoyer des messages, etc. Donc, nous contacter, prendre rendez-vous. Et pour ça, prendre rendez-vous avec son intégrateur ou son installateur privé, peut-être en même temps. Et puis, on en parlera peut-être. Il y a aussi à faire très attention aux standards téléphoniques. Pourquoi ? Parce que les standards téléphoniques, ils étaient traditionnellement sur une technologie qui impliquait du cuivre. On appelait ça l'analogique ou le numérique. Sauf que maintenant, toute la téléphonie se fait ce qu'on appelle sur IP. Ça se fait sur un équivalent Internet. Et donc, il faut faire évoluer son standard téléphonique vers cette technologie-là. Souvent, l'entreprise a une installation qui le permet par mise à jour logicielle. Là encore, c'est l'installateur privé qui va le faire. Parfois, l'installation est tellement ancienne qu'elle n'a pas cette option-là. Et donc, il va falloir changer l'installation, ce qui est un travail un peu plus lourd. C'est là qu'on voit qu'il faut absolument anticiper sur cette démarche, parce que sinon, on ne va jamais y arriver dans les temps. Vous dites le temps presse, parce qu'il y a une date butoir pour réaliser cette bascule ? Il faut savoir que le cuivre sera entièrement éteint à Monaco cette année, pour les entreprises également. Et ça commence au 31 juillet. Au 31 juillet, nous allons déconnecter le système qui permet de faire de l'Internet par le cuivre, donc pour les entreprises également. Donc c'est pour ça que toute cette bascule des connexions Internet des entreprises vers la fibre, il faut absolument la faire avant le 31 juillet. Et pour ce qui concerne les standards téléphoniques, ça va aussi les déconnexions vont commencer aussi cet été. Donc on parle de quelques semaines maintenant, et quelques semaines, c'est pas énorme pour arriver à faire toutes les démarches dans son entreprise quand on est concerné. Est-ce que vous savez combien d'entreprises sont concernées et combien d'entreprises n'ont pas encore réalisé cette bascule ? Alors, heureusement, ça avance vite. Il y a quelques jours, je parlais de 800 entreprises, on serait plutôt autour de 700 maintenant pour ce qui est des connexions Internet. Et il est important donc d'anticiper pour réaliser cette transition. Oui, exactement. S'il y a le moindre problème, on est là pour répondre à toutes les questions, les installateurs privés également, mais on doit y arriver. Dernière question, Martin Perroni, quel est le bénéfice pour Monaco de passer à cette couverture 100% fibre ? Alors, il y en a plein des bénéfices. On dit qu'il y a un vrai bénéfice, on va dire, écologique, dans le sens où la fibre consomme 3 fois moins quand même que le cuivre, sur les connexions Internet notamment. Deuxième bénéfice, c'est évidemment un bénéfice de performance, puisque en fait, le cuivre n'était pas du tout fait pour passer ce genre de quantité de données. Le troisième objectif, c'est un bénéfice de sécurité et surtout de stabilité. On rappelle donc la date butoir pour les entreprises, pour ce fameux passage à la fibre. Elle est 31 juillet. Maximum, sinon plus d'Internet. Merci beaucoup, Martin Perroni. Merci. Nous évoquions récemment avec le directeur du tourisme et des congrès Guy Antonielli les excellents chiffres en principauté avec une hausse de la fréquentation laissant présager un bel avenir pour le secteur en 2024. Monaco continue donc de séduire par ses nombreux atouts. Dernièrement d'ailleurs, le territoire de seulement 2 km² a été élu meilleure destination d'Europe par le site spécialisé
European Best Destination, le résultat d'un vote de plus d'1 million de voyageurs de 172 pays différents, une première pour la principauté qui n'a jamais figuré dans ce classement auparavant. Alors quelle est la recette de ce succès? La réponse avec Théo Schumer dans ce reportage réalisé avec Marie-Ève Béé et Jean-Alexandre Dordet. Un pays à taille humaine qui reflète le mariage parfait entre glamour, culture et détente. Voilà comment le site European Best Destinations décrit la principauté qui trône à la 2e place de son classement cette année, juste derrière Marbella en Espagne. Et attention, cette 2e place, ce sont les voyageurs eux-mêmes qui l'ont voté. Ceux qui sont en ce moment de passage à Monaco savent très bien pourquoi. C'est une grande ville, j'aime bien, j'ai venu ici plusieurs fois. J'adore le luxe ici, c'est la grandeur de Monaco, c'est magnifique. I like the architecture, I like the buildings. The boys like the really expensive cars to really look at the other things that we see at home. And the weather is great, but it's mostly the way the city is built and the buildings. Moi je suis venu là principalement pour voir les voitures, je ne vais pas vous mentir. Et pour le moment j'ai été pas mal servi, donc oui je pense que Monaco peut être considéré comme une des meilleures destinations touristiques de l'Europe. Outre son Grand Prix emblématique, les raisons d'apprécier Monaco sont nombreuses. Celles que le classement souligne en premier sont sa culture, sa réputation en matière de sécurité et la richesse de son histoire. Une histoire qui dure depuis plus de 700 ans, mais une identité qui reste toujours fidèle à elle-même. C'est un très beau prix. C'est un prix qui reconnaît l'excellence du travail des professionnels du tourisme en principauté. Donc bien évidemment, nous sommes ravis de pouvoir le présenter aujourd'hui, European Best Destination Award. C'est la reconnaissance que Monaco est une destination qui se transforme, mais qui reste fidèle à son ADN. C'est la reconnaissance également d'un travail sur un tourisme responsable pour le développement. Donc nous voyons beaucoup de verdure autour de nous. C'est un point qui a été récompensé, c'est la qualité de vie en principauté. Monaco arrive en tête sur les votes des couples de 25 à 45 ans. Donc c'est extrêmement positif, ça prouve que Monaco n'est pas ancré dans un imaginaire de la seconde moitié du XXe siècle. C'est ça qui a fait notre histoire avec la création de Monte-Carlo à la fin du 19e siècle, mais c'est le Monaco d'aujourd'hui, par les gens d'aujourd'hui, qui est plébiscité et c'est un excellent signe pour l'avenir. Bien entendu, le site European Best Destinations n'a pas oublié de mentionner les adresses les plus incontournables de Monaco. Le Rocher, avec son musée océanographique foulé par 675 000 visiteurs par an, le fameux Palais Princier, la station balnéaire du Larvoto et sa plage ensoleillée été comme hiver, ou le casino de Monte-Carlo et sa place entre les hôtels et cafés de Paris. Mais la Société des Bains de Mer, propriétaire des lieux depuis 1863, ne manque pas de nouveaux projets pour compléter cette liste qui n'est jamais exhaustive. Après l'ouverture de la brasserie du Café de Paris en novembre 2023, je vous parlais de l'ouverture d'Amazonico le 4 avril prochain. Donc c'est un des restaurants internationaux qui marche le mieux, autour d'un endroit festif incroyable qu'on va ouvrir sur les toits, sur les terrasses donc, du Café de Paris. En juillet, un nouveau restaurant aussi à l'hôtel Hermitage. Nous n'avions pas de restaurant japonais, donc nous avons été chercher Yannick Aleno à Paris. Il vient avec son restaurant Abyss, qui a 2 étoiles donc, déjà à Paris dans la cuisine japonaise. Nous allons bientôt ouvrir le Beach. Le 5 avril, on rouvre le Beach avec le Mahona, qui est un restaurant festif dans un lieu incroyable qu'on a créé l'année dernière. Et nous rouvrons la Vigie. Ça m'a été très demandé. Le soir, il y aura de nouveau des dîners dans ce lieu mythique, le plus beau spot de la Côte d'Azur qui est la Vigie. On va rénover aussi nos hôtels, car après l'hôtel de Paris, il faut maintenant que l'hôtel Hermitage et le Monte-Carlo Bay voient aussi leurs chambres et leurs halls rénovés pour rester au meilleur niveau des standards de leur catégorie. Donc vous voyez toujours beaucoup de projets, beaucoup d'innovations à la SBM. Quoi qu'il en soit, ce prix de 2e meilleure destination d'Europe confirme que Monaco n'a pas de quoi craindre l'avenir. À travers les âges, le pays de 2 km² a toujours de quoi émerveiller les 7 millions de touristes annuels et les locaux. Et ça n'a pas de prix. Ce rendez-vous à présent à noter dans vos agendas. Vendredi à 17h, suivez en direct sur Monaco Info le tirage au sort du Rolex Monte Carlo Masters, événement qui débute
Ce week-end, avec les premiers tours qualificatifs, les meilleurs joueurs au monde seront présents, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou le tenant du titre, Andrei Rublev. Le Britannique Andy Murray a lui dû déclarer forfait. Le Rolex Monte Carlo Masters sera chaque soir à suivre sur notre antenne avec nos experts de la petite balle jaune, Frédéric Hélion, Laurent Orsini et Christophe Pacaud. Notre journaliste Christophe Pacaud qui a d'ailleurs annoncé aujourd'hui qu'il serait l'un des porteurs de la flamme olympique des Jeux de Paris 2024, un honneur que nous tenions à saluer ce soir. Et puis la Fondation Flavien organise le 23 avril prochain la 6e édition de Pousse la vie à l'Auditorium Régnier 3. Ce concert événement est parrainé par de grands artistes dont le célèbre compositeur et pianiste Yvan Cassard. Des airs de musique de film seront à l'honneur sur scène, ceux de Morricone ou Tarantino pour ne citer que. L'intégralité des fonds récoltés lors de cette soirée sera reversée à la Fondation Flavien. Rejoignons à présent Alban Gingembre pour vos prévisions météo. Bonsoir Alban, quelle est la tendance pour la journée de mercredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Pas trop de changements demain dans le ciel. Beaucoup de nuages le matin avec peut-être quelques gouttes. L'après-midi sera plus calme avec un temps qui s'éclaircit. Attention au vent qui soufflera toute la journée. Les températures varieront de 12 à 17 degrés. Et en ce mercredi 3 avril, vous pourrez souhaiter une bonne fête aux Richards. Merci Alban et merci à vous pour votre fidélité au JT de Monaco Info. On referme ce journal avec un coup d'œil dans le rétroviseur. C'était il y a 20 ans, Jean-Christophe Maillot présentait Miniature, une création pour le Festival Printemps des Arts. Photo signée ce soir Charlie Gallo, que nous saluons. Très belle soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.